Hélène Saint-Loubert, bonjour. Bonjour Maïté. Merci de venir témoigner. Donc vous êtes la fondatrice de Grenade & Sparks. Oui, j'ai fondé Grenade & Sparks il y a pas mal d'années déjà. Oh, tant que ça Une petite vingtaine d'années. Ah oui, bon, donc ben ça voilà. fait quand même un peu de temps. Mais bon, j'ai mis mon temps pour le faire. Et donc je préside Grenade & Sparks qui a aujourd'hui 60 personnes. Bravo. Et qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est, enfin experte dans tout ce qui est Internet et publicité. Encore plus bravo, parce que c'est pas fréquent de voir des femmes dans ce milieu et qui ait un nombre de salariés aussi important. Alors, vous en rêviez quand vous étiez petite d'être entrepreneur, hein? Bon, je ne peux pas dire que pour moi c'était très précis, mais une chose est sûre, c'est que depuis que je suis toute petite, je suis assez partante pour entreprendre des choses un peu tout le temps dans ma vie. Je n'étais pas un tempérament à attendre, j'étais plutôt un tempérament à entreprendre. Conquérant. Conquérant, voilà, un petit peu à faire bouger les choses. Ouais. Et donc vous avez entrepris assez rapidement. J'ai travaillé quand même quelques années avant dans une agence de publicité qui a démarré assez petite, où on a vécu en fait une sorte d'épopée entrepreneuriale, puisque c'était un patron fondateur assez charismatique. Et cette agence s'est fait racheter par un groupe. Et là, les choses se sont dégradées très très rapidement. Et c'est devenu assez une évidence pour une autre personne qui est devenue mon associé et moi-même, donc un créatif et moi-même, de se lancer. Et puis on a été un peu poussés par des clients qui trouvaient qu'on faisait très bien notre boulot et que voilà, fallait qu'on se lance. Donc alors, on l'a fait. Quand vous vous êtes lancé, en fait, vous aviez prévu d'avoir autant de salariés. Dès le départ, vous vous êtes dit qu'il faut vraiment qu'on ait une structure déjà suffisante pour pouvoir développer l'entreprise. En fait, on a démarré à 3 et on a très vite embauché une autre personne. Donc on est resté 4-5 personnes pendant 1 an ou 2. En fait, on a monté Grenade, à l'époque ça s'appelait Grenade, de façon assez spontanée. Je pense que si je l'avais fait aujourd'hui, je regrette rien du tout, hein, mais je le ferais peut-être avec quelque chose de plus structuré sur une mission, un business plan, des objectifs. Là, notre objectif, c'était clairement de monter l'entreprise. Et est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un bon objectif ? Bah, si. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui font toute la démarche que vous indiquez et qui ne passent pas à l'acte, notamment les femmes. Oui, tout à fait. Donc, mais bon, je pense que, sans être trop procédurière, de fixer les choses, peut-être d'écrire son business plan, ses points de différenciation, sa mission, pourquoi on veut le faire, quels sont les objectifs. Bon, oui, nous, on n'a pas fait ça. De fixer un peu mieux le cadre. Nous, on n'a pas fait ça, on est parti, on n'avait qu'une obsession, c'est d'avoir des clients. On s'est dit ce qui est important, c'est d'avoir des clients, voilà, d'avoir des clients, de faire rentrer de l'argent, de nous payer. Et puis, en fait, on a géré ça un peu en bonne mère de famille, hein, en bon parent, c'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, ben, on peut en dépenser, on peut grandir. Voilà, peut-être que si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais avec peut-être plus d'ambition, mais bon, je dirais à chaque étape, voilà, c'est choses. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé. La première année, on a fait beaucoup de bénéfices. En plus, on avait un système fiscal qui faisait que si on laissait dans l'entreprise, si on ne prenait pas l'argent, on avait des économies d'impôts. Du coup, on s'est, je dirais, les 4-5 premières années, constitué une petite trésorerie qui nous a quand même énormément servi dans des années un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles. Voilà. Oui, parce que toutes les années ne se ressemblent pas. Non, une chose qui est sûre, c'est que quand on monte sa boîte, en fait, on parle beaucoup de croissance zéro, de questions sur la croissance, mais très clairement, une entreprise, il faut qu'elle grandisse. Une entreprise qui ne grandit pas, qui ne croît pas, en fait, c'est difficile à gérer. C'est pas qu'un problème c'est un problème d'envie, un problème d'objectif. On est fait pour grandir, on est fait pour payer mieux ses salariés à la fin de chaque année, pour en embaucher plus, pour avoir de nouveaux projets, voilà. Et donc, une entreprise qui ne croît pas, c'est une entreprise qui tourne un peu en rond et c'est pas bien. Qu'est-ce qui a, à votre avis, rétroactivement, justement, expliqué le fort développement de l'entreprise, parce que dans le domaine où vous êtes, 60 salariés, c'est déjà une taille significative.
vous avez créé des conditions du succès, justement en mettant les clients avant tout, parce que... Bon, je pense que c'est les clients, effectivement, qui sont, je veux dire, le nerf de la guerre. Hein. C'est un peu basique de dire ça. Oui, mais c'est bien de le répéter. Voilà, c'est vraiment important d'avoir, je veux dire, des clients qui sont satisfaits, qu'on fait progresser, qu'on emmène assez loin. Et quand on fait grandir ces clients, on grandit avec eux. Et je pense qu'on a eu vraiment des beaux clients dès le départ avec lesquels on a grandi. Mais je pense qu'il est important aussi de se dire qu'il faut créer les conditions pour ça, c'est d'avoir des conditions de se créer une équipe qui tienne la route, une équipe qui soit compétente, qui a envie, elle aussi, de se développer. Bon, il se trouve qu'on est sur un secteur d'activité, tous les secteurs d'activité ont beaucoup bougé, mais on est sur un secteur d'activité, la communication, qui en 15 ans, s'est complètement révolutionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux métiers de l'Internet demandent, je veux dire, de tout le temps se renouveler, être ouvert, être attentif, innover, être à l'écoute. Voilà, donc je pense que c'est ces qualités-là aussi qui font que toujours être sur le qui-vive, pour toujours avancer et aller de l'avant. Vous avez participé au G20 Yes, donc et vous êtes retrouvés, c'était au Mexique, je crois. Donc le G20 Yes, c'était une expérience très intéressante. On est parti au mois de mai au Mexique. Avec 20 entrepreneurs français, et on s'est retrouvés là-bas avec 20 entrepreneurs de 20 pays. Donc on était 400 entrepreneurs, 2-3 jours de réflexion organisés par Ernst & Young et McKinsey, qui avaient très bien fait les choses. Donc des échanges, des ateliers reçus par le Mexique, qui est un pays hyper intéressant. Et alors, quelle impression vous avez eue justement en vous retrouvant avec ces entrepreneurs du monde entier? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus mal lotis chez nous que finalement un entrepreneur en France, un entrepreneur au Mexique ou dans n'importe quel pays du monde, finalement à peu près les mêmes problématiques, hein? Je pense qu'on a, ça c'était vraiment le premier enseignement, c'est qu'on a un peu tous les mêmes problématiques, mais je dirais avec des degrés plus ou moins différents. Des facteurs aggravants suivant certains pays. Alors nous, par exemple, on a beaucoup de chance quand même sur tout ce qui est infrastructure, financement, aide. Je veux dire, il ne faut pas croire, je veux dire, en France, on est quand même assez... il y a un système financier qui fonctionne, un système administratif qui fonctionne, donc il y a toute cette partie-là, cet encadrement, on va dire, qui est vraiment positif en France. Par contre, il y a d'autres pays où la culture entrepreneuriale est beaucoup plus développée. Voilà, c'est le problème en France, c'est que la culture entrepreneuriale est très peu développée. Et puis, il y a dans d'autres pays une culture aussi du risque. Oui. Et une valorisation de l'échec même, qu'il n'y a pas du tout en France. C'est vrai que c'est vraiment compliqué en France. C'est-à-dire monter une entreprise, il faut pouvoir se dire que ça peut ne pas marcher et c'est pas très grave, c'est une expérience. C'est une expérience. Dans chaque expérience, il y a des choses positives à gagner. Et je pense que ça bloque beaucoup pour prendre des risques. Il faut pouvoir prendre des risques, mais en assumer aussi les conséquences. Voilà. Alors, justement, pour prêcher la bonne parole et revaloriser l'entrepreneuriat, vous participez donc à 100 000 entrepreneurs, donc vous donnez de votre temps pour aller dans les écoles, expliquer aux jeunes ce que c'est qu'entreprendre. Oui, j'ai démarré cette année 100 000 entrepreneurs. C'est vraiment une très belle association, en tous les cas, qui est bien organisée. Et la rencontre avec ces lycéens, enfin moi j'avais même des collégiens, j'ai plusieurs fois rencontré des collégiens dans des lycées assez défavorisés, c'est un peu un choc quand même. Hein. Pour eux, le choc d'ailleurs, c'est de se rendre compte comment ils sont démunis par rapport à leur avenir. Ils n'ont pas beaucoup d'idées, ils se projettent assez mal dans ce que pourrait être leur futur professionnel. À la fois c'est normal, mais à la fois ils ont assez peu d'idées de ce que peut être
l'entrepreneur, quand on leur pose la question, la plupart du temps, c'est quoi pour vous un entrepreneur ? Entreprendre, c'est quoi ? Ils disent c'est quelqu'un qui dirige des ouvriers. Voilà, donc on est encore à une vision un petit peu stéréotypée. Très stéréotypée, oui. Bien. Alors, donc, vous avez trouvé le temps de vous occuper de ça, en plus de tout ce que vous faites dans l'entreprise. Donc, je suppose que vous êtes une reine de la délégation. Écoutez, j'essaye de déléguer. Ça vous vient naturellement ou vous avez dû vous forcer un petit peu ? Moi, je dirais que ça m'est assez naturel, mais je pense que les gens à l'agence diraient que je m'occupe encore de beaucoup trop de choses. Donc, je pense que c'est pas complètement naturel, parce que ce qui est le plus difficile, justement, c'est de transmettre les choses par rapport aux clients. Et je dirais que tout le challenge pour moi, c'est de continuer à accompagner ces clients, à les suivre, tout en même temps s'intéresser à la destinée de l'entreprise, penser à son avenir, peut-être à de la croissance externe, à recruter des talents, à faire parler de l'agence. Donc tout ça, c'est effectivement une gestion un peu compliquée entre faire tourner l'interne et l'externe. Alors justement, quand vous recrutez des talents, comme vous dites, qu'est-ce que vous privilégiez, notamment au niveau des valeurs humaines ? Écoutez, je crois que... je dirais qu'à chaque moment de l'entreprise, on n'est peut-être pas obligé de recruter sur les mêmes qualités, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de trouver des gens passionnés et des gens qualifiés et bons. Mais je dirais que je pense on trouve assez facilement des gens d'un bon niveau. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient la passion en plus. C'est qu'ils aient vraiment envie de se défoncer, quoi. D'y aller, de bosser, de s'intéresser aux choses, d'aller toujours plus loin. L'idée après, c'est vraiment de se poser la question de l'international. C'est vrai que des pays où ils affichent 6, 8, 10% de croissance, c'est toujours ça qui se fait d'une année sur l'autre. Alors que nous, on est en plein océan rouge, pour reprendre... des terminologies qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Donc l'année prochaine, ça veut dire consolider ses clients, consolider les équipes en interne, peut-être faire de la croissance externe, aller chercher des compétences qui nous manquent à l'externe, et puis regarder à l'international. Mais là, faut réfléchir, savoir s'il vaut mieux se consolider sur des pays proches, sur lesquels on fait déjà du business, ou aller tenter l'aventure beaucoup plus loin. Certains de mes concurrents l'ont fait. Je pense que c'était bien de le faire, de toute façon. En tout cas, il faut essayer et puis ne pas baisser les bras. C'est ça le plus important. Mm-hmm. Un dernier conseil pour les femmes qui nous regardent ? Écoutez, moi je dirais qu'il faut déjà avoir confiance en soi, ne pas trop se préoccuper de ce que pensent les autres, avoir confiance en soi, aller à fond sur ses idées. Je ne vois même pas ce qui fait qu'on serait moins forte. Je crois que le problème ne se pose même pas. Nous sommes des êtres humains comme les autres, et avec nos qualités, nos contraintes. Mais bon, je veux dire, il faut y aller. Il y a absolument... je pense que les femmes ont... Je ne peux pas dire le contraire. Je trouve même absurde de dire que les femmes ont toutes les capacités, parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident. Mais voilà. Bon, il semblerait que, malgré tout, vous ne soyez pas si nombreuses à diriger des entreprises de plus de 20 salariés. J'en suis à 200, ce qui est déjà bien. J'espère bien continuer. Et voilà, donc l'objectif, c'est aussi qu'elle s'inspire de vos exemples. Et bien, on y arrive. En tous les cas, s'il y en a qui nous regardent et qui veulent qu'on en discute, c'est avec plaisir que je ferai partager mon expérience. Eh bien, nous la partageons par le biais du portail Entrepreneur.e, mais nous retenons l'offre. Et en tout cas, je vous remercie, Hélène, d'être venue témoigner. Et merci beaucoup. Merci.